Il faut vraiment s'imaginer la scène en fait. On est le 6 avril 1652, Ouais, au beau milieu du XVIIe siècle donc. c'est ça, et on est dans la puissante République protestante de Genève. Sur la place de Plaine Palais, il y a une foule, mais une foule immense, hyper dense. C'est un événement public, hein, les gens se pressent pour voir ça. Exactement. Et au centre de cette marée humaine, il y a le corps d'une femme. Une lavandière qui s'appelle Miché Chaudron. Elle est pendue, étranglée, puis méthodiquement réduite en cendres. C'est une fin atroce, ouais. C'est glaçant. Il y a cette odeur de fumée âcre qui prend à la gorge. Une atmosphère de ferveur complètement morbide. Mais surtout, en fait, une terreur palpable dans le public. Et c'est important de rappeler que cette femme Miché, c'est la 70e personne condamnée à mort pour maléfice à Genève. La 70e, ouais. Mais aussi la toute dernière. Voilà, la dernière de cette longue liste macabre. Du coup, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la vraie question de notre plongée dans ces archives historiques, c'est pas juste de savoir comment une pauvre femme a fini sur un bûcher. Non, l'enjeu est bien plus large. Exactement. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment une société entière, depuis les juges jusqu'aux médecins, en passant par de simples voisins, a pu collaborer avec un tel zèle pour fabriquer un monstre de toutes pièces. Un monstre à la fois psychologique et juridique. C'est ça. Comment on en arrive collectivement à tuer une lavandière juste pour se rassurer. Moi, je suis ravie d'explorer ça avec toi aujourd'hui parce que c'est fascinant et terrifiant à la fois. Et je suis ravi d'être là pour décortiquer ça. Parce que, en fait, c'est vraiment toute l'énigme de cette période. Pour saisir cette espèce de mécanique terrifiante, il faut faire un pas de côté. D'accord, c'est-à-dire? Regardez au-delà de la place de Plain-Palais, quoi. Si on observe l'Europe entre le XVe et le XVIIe siècle, on découvre un continent qui traverse des bouleversements, mais absolument vertigineux. Genre, tout s'effondre. C'est exactement ça, les repères s'effondrent. D'abord, il y a une crise climatique majeure. C'est ce que les climatologues appellent le petit âge glaciaire. Ah oui, j'ai lu ça dans les sources. C'est pas juste, il fait un peu froid, hein. Ah non, pas du tout. Concrètement, on parle d'hivers interminables, de fleuves entiers qui gèlent, d'étés complètement pourris par des pluies incessantes. Et qui détruisent les récoltes sur pied, du coup. Voilà, donc la famine s'installe de manière totalement endémique. Les archives qu'on a consultées décrivent super bien cette misère d'ailleurs. Les ventres sont vides, le froid est partout, et au-dessus de ça, de cette misère matérielle, il y a aussi une angoisse spirituelle monumentale. Absolument, on est en pleine guerre de religion. C'est ça, le tissu social est déchiré, les réformes religieuses font éclater toutes les certitudes. En fait, pour les gens de l'époque, le monde semble littéralement sombrer dans le chaos. Et le truc, c'est que la psychologie humaine, surtout à l'échelle des masses, elle a une sainte horreur du chaos. L'incertitude, c'est un vide insupportable. C'est clair. On a besoin de comprendre pourquoi on souffre. Exactement. Donc, face à un climat qui se dérègle, et à une époque où il n'y a pas d'explication scientifique, face à une économie qui s'écroule, cette angoisse viscérale crée un besoin urgent. Un besoin de trouver un responsable. Voilà, il faut un bouc émissaire physique. Et c'est précisément dans ce terreau de désespoir total qu'émerge le concept du complot, de la sorcellerie. Ouais, et c'est là que ça devient complètement paranoïaque. Parce qu'on passe des petites superstitions locales, genre le mauvais œil ou le sort jeté sur la vache du voisin, à un truc énorme. Une conspiration universelle carrément. C'est ça. L'idée qui commence à circuler, c'est que Satan aurait passé des pactes avec des humains, créant une sorte de 15e colonne. Des alliés infiltrés partout. Ouais, dans chaque rue, dans chaque village, ces gens se réuniraient en secret pendant ce qu'on appelle le sabbat, Pour orchestrer la fin du monde, ni plus ni moins. déclencher des tempêtes, propager la peste, provoquer des morts subites. Tu sais, en épluchant ces dossiers criminels, il y a une analogie qui m'a frappé. Ah ouais? Vas-y, je t'écoute. C'est comme si on observait un immense système informatique, un ordinateur géant qui plante de tous les côtés, quoi. Ah, j'aime bien cette image. Ouais, genre, le matériel est vieux, il y a des problèmes de surchauffe à cause du climat, des conflits de logiciels avec l'économie et la religion. Le système est hyper complexe et il est juste défaillant. Il crache en permanence. C'est ça. Mais au lieu d'accepter cette complexité vertigineuse, au lieu de dire bon, nos institutions sont impuissantes face à la météo, les autorités inventent un virus informatique ultime. Le diable. Exactement, le diable. Et d'un coup, ça leur donne une explication super simple, binaire et presque rassurante à fournir à des utilisateurs qui sont complètement terrifiés. C'est une excellente métaphore. Et pour filer ton analogie informatique, l'invention de ce fameux virus, ça permet aux élites de se positionner comme le seul antivirus disponible sur le marché.
Ah oui, bien sûr. C'est hyper malin politiquement parlant. Mais carrément. C'est là que la peur fabriquée devient un outil politique redoutable. Quand tu as un ennemi invisible, omniprésent, ça te permet de justifier n'importe quelle dérive sécuritaire. Tu soudes la population derrière toi. Exactement. Une population effrayée va se ranger sagement derrière les magistrats et le clergé qui disent « Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger En leur offrant une cible à détruire pour donner l'illusion qu'ils gèrent la crise. ». C'est tout à fait ça. Mais bon, il a quand même un gouffre entre une rumeur de village motivée par l'angoisse et une machine judiciaire implacable qui condamne légalement des dizaines de milliers de personnes. Ah oui, le passage à l'acte institutionnel. Voilà. Ce qui est terrifiant quand on regarde nos sources aujourd'hui, c'est la sophistication de cette science de la chasse aux sorcières. Comment ce complot imaginaire a pu devenir une loi incontestable? Mais c'est là qu'intervient la croisée entre l'intellect et la technologie de l'époque. L'année 1486, c'est un tournant majeur. À cause d'un livre, c'est ça? Exactement. La publication à Strasbourg du Malleus Maleficarum, le fameux marteau des sorcières. Le titre est déjà super agressif. Et le contenu l'est encore plus. Ce n'est pas du tout un recueil de contes pour faire peur. C'est un vrai manuel technique, un traité de procédure criminelle pour les inquisiteurs et les juges. Genre un guide étape par étape? C'est ça. Il explique comment repérer une sorcière, comment mener l'interrogatoire, quelles questions pièges poser et comment interpréter chaque réponse. Et ce qui est fou, c'est que ce manuel, il aurait pu rester un truc obscur, très local, s'il n'avait pas croisé la grande révolution de l'époque. L'imprimerie. Ouais, l'imprimerie. C'est vraiment l'Internet de la Renaissance, pour le coup. Le livre bénéficie d'une diffusion virale fulgurante. Les sources montrent une vraie inondation sur toute la carte. Des rééditions partout en Europe. Partout. Spire, Nuremberg, Cologne, Paris, Lyon, Venise. Tous les tribunaux finissent par avoir ce manuel sur leur bureau. L'imprimerie donne cette autorité suprême à l'écrit. La théorie du complot est validée par le papier. Elle est standardisée, quoi. C'est ça, la paranoïa devient un standard industriel. Et en diffusant ça, les élites intellectuelles habillent de rigueur scientifique des croyances qui étaient super floues. Ils transforment une superstition en doctrine validée par l'Église et la justice. Et alors, en lisant les notes sur ces traités, il y a un nom qui revient tout le temps, un juriste français super réputé du XVIe siècle, Jean Bodin. Ah, Bodin, l'auteur de la démonomanie des sorciers. Voilà. Et honnêtement, la rhétorique qu'il utilise pour justifier que les cibles soient presque uniquement des femmes, c'est juste écœurant à lire aujourd'hui. C'est de la misogynie pure, oui. Une misogynie crasse déguisée en observation biologique. Il écrit super sérieusement que la femme est prédisposée au pacte démoniaque parce qu'elle a, je cite, une faiblesse d'intelligence. Et qu'elle serait menteuse par nature, c'est ça qu'il dit. Exactement. Comment un mec considéré comme un brillant intellectuel a pu pondre une horreur pareille? En fait, Bodin, c'est le parfait exemple de la façon dont on intellectualise les préjugés pour justifier un système oppressif. À l'époque, la femme est perçue comme le maillon faible de la création. Plus fragile, donc plus facile à tenter pour le diable selon eux. Voilà. Ce que font Bodin et le Malleus Maleficarum, c'est verrouiller le système juridique autour de ce préjugé-là. La culpabilité féminine devient la norme par défaut. Et ce verrouillage, il est d'un cynisme absolu. Il y a un passage chez Bodin qui m'a glacé le sang. Lequel? Celui sur les aveux. C'est la définition parfaite du piège où tu ne peux pas gagner. Il explique que si une accusée avoue sous la torture, le cas est clos, elle est coupable. Bon, ça c'est la logique brutale de l'époque, ouais. Mais, et c'est là que c'est diabolique, il ajoute que si la femme trouve la force de se rétracter après la torture et de nier ses aveux, le juge ne doit surtout pas douter de sa culpabilité. Ah oui, parce que c'est le démon qui la pousse à mentir. Mais oui, donc le juge doit frapper encore plus fort. C'est une boucle absurde. Pile la victime perd, face elle perd encore plus vite. Aucune issue. C'est un système totalement immunisé contre la réalité, en fait. La justice ne cherche plus du tout la vérité, elle cherche juste à confirmer son propre dogme. Et si tu doutes du juge, boum, t'es complice du diable. Bon, alors on a cette théorie devenue loi, rédigée par des élites, imprimée partout. Mais comment ce rouleau compresseur énorme finit par écraser une simple lavandière dans les rues de Genève? Il faut regarder la vie de Miché Chaudron. Exactement. Son parcours personnel, bien avant son arrestation, explique tout. Qui était Miché, en fait? Selon son dossier, elle naît vers 1600, en Savoie, dans un village qui s'appelle Bouégé. Elle est catholique, à la base. D'accord. Et vers 1620, elle émigre à Genève, qui est le bastion ultra strict du protestantisme calviniste. Donc, direct, elle est étiquetée étrangère et pas de la bonne religion.
Elle partait déjà avec un sacré désavantage, quoi. Un énorme désavantage. Sa vie, c'est une survie permanente. Elle subit la grande famine des années 1620, quand le prix du blé a explosé. Elle survit aussi à 2 vagues de peste. C'est une miraculée, en fait. Mais la société ne lui fait aucun cadeau. Les registres montrent qu'à 37 ans, elle se retrouve enceinte, hors mariage. Ce qui est un crime à Genève. Voilà. Son compagnon meurt avant la naissance et Genève la condamne pour paillardise. Elle est carrément bannie de la ville. L'exclusion totale. Elle part avec un nouveau compagnon, Louis Ducré. Son bébé meurt peu après. Ils finissent par revenir en cachette à Genève, mais en 1646, paf, son mari meurt d'une fièvre. Donc, passée la cinquantaine, elle se retrouve veuve pour la 2e fois. Seule, sans un sou, sans filet de sécurité, elle fait des lessives pour survivre et elle fabrique des petits remèdes traditionnels de guérisseuse pour gagner quelques pièces. C'est fou à quel point son profil est un cas d'école. Quand on regarde les statistiques des 40 000 à 100 000 victimes exécutées en Europe, c'est toujours le même profil. Des femmes âgées, seules, pauvres. Des veuves isolées, et très souvent des femmes liées aux soins, comme des guérisseuses ou des sages-femmes. Miché coche littéralement toutes les cases de la marginalité. Elle a aucune famille puissante pour la défendre. C'est la cible idéale. Absolument. C'est ça la fonction politique de la chasse aux sorcières. Si le pouvoir élimine une pauvre lavandière, il montre au peuple qu'il le protège contre le mal, mais ça ne lui coûte rien politiquement. Personne ne va faire de révolution pour Miché, quoi. Exactement. C'est une soupape de sécurité. On canalise la peur des gens vers ce bouc émissaire et on préserve l'ordre social des puissants. Ce qui nous amène, inexorablement, au printemps 1652. La chronique de sa mise à mort, c'est documenté jour par jour dans les archives, et c'est une vraie plongée dans l'horreur bureaucratique. Début mars, l'accusation tombe. Ouais. 2 voisines, la veuve Royaume et Pernette Guillormette, l'accusent d'avoir ensorcelé 2 jeunes filles. Elles disent que Miché a introduit le mal des démons dans leur corps. Et les motifs sont complètement absurdes. C'est ridicule. On lui reproche d'avoir crié le mot « merci » dans la rue. Et le pire, c'est cette histoire de bouillon. Elle aurait préparé un bouillon avec son pain, son beurre et son sel pour convaincre les démons de sortir des filles. Et ce qui est marquant au début de son interrogatoire, entre le 4 et le 6 mars, c'est à quel point Miché reste rationnelle face à ce délire. Elle panique pas. Non, elle nie tout avec beaucoup de bon sens. Elle dit « Oui, on m'a appelé pour voir une fille malade, mais j'ai dit que je n'avais pas le pouvoir de la guérir. » Et pour les fameuses incantations magiques. Elle explique qu'en entrant dans la pièce, elle a juste dit « Dieu soit séant », qui veut dire « que Dieu soit en cette demeure ». C'est la formule de politesse la plus banale de l'époque. C'est bouleversant en fait. Elle essaye juste d'utiliser la logique. Mais bon, la logique, le tribunal s'en fiche. La machine réclame un coupable. Et les dénégations de Miché posent un problème légal au tribunal. Ah oui, parce que la parole des voisines, ça ne suffit pas pour la torturer, c'est ça mal. Exactement. Le droit inquisitoire exigeait ce qu'on appelait un commencement de preuve. Un indice matériel. La rumeur ne suffit pas pour passer à la question. Donc, ils appellent la science à la rescousse. Le 26 mars, ils font venir des chirurgiens d'une autre ville, de Nyon, Purari, Bernard et Brigand. Leur job, c'est d'examiner le corps de Miché pour trouver la marque du diable, une zone soi-disant insensible à la douleur qui prouverait la pacte satanique. Et surprise, le 30 mars, ils trouvent 2 marques, une sur la lèvre supérieure, une sur la cuisse droite. Voilà. En posant ce diagnostic médical, l'accusation devient un fait biologique validé par la science officielle. Le seuil légal est franchi. Et les portes de la salle de torture s'ouvrent. À partir de là, les archives deviennent insoutenables de froideur. Le greffier note sans aucune émotion qu'elle va subir le trait de corde, être mise sur la sellette La dislocation méthodique de son corps, quoi. pendant des jours. Une femme de plus de 50 ans, épuisée, jusqu'à ce qu'elle craque. Et le 1er avril, elle confesse. Mais le contenu de cette confession, c'est ça qui est dingue. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle dit que le diable lui est apparu en forme d'ombre, qu'il l'a embrassée, qu'il l'a marquée et qu'il lui a donné une poudre magique et une pomme empoisonnée. L'ombre, le baiser, la marque, la pomme. Mais oui, elle récite mot pour mot le Malleus Maleficarum, le script exact que les inquisiteurs ont écrit des années plus tôt. C'est l'illustration absolue du faux aveu sur la torture. Les juges s'en fichaient de ce qui s'était passé dans cette maison. Ils voulaient juste entendre Miché régurgiter leur propre théorie du complot. C'est la boucle de confirmation poussée à l'extrême. La rumeur provoque l'arrestation, la science justifie la torture extorque un récit préécrit.
Et ce récit devient la preuve pour le monde entier que le complot diabolique existe bien. C'est terrifiant. Surtout que ça légitime tout le système. Les aveux de Miché, ça justifie le pouvoir des juges, le salaire des chirurgiens et surtout les impôts qu'on demande aux gens pour financer ces procès. La machine s'auto-alimente avec la chair des plus vulnérables. Et ça scelle le destin de Miché. Le 6 avril 1652, elle est exécutée. Fin de l'histoire pour elle. Le dossier se referme sur un dernier détail vraiment sordide. La ville confisque le peu de biens qu'elle avait. Quelques vieilles loques de lavandière. Tout ça pour ça. Miché Chaudron est la dernière exécutée pour sorcellerie à Genelle. Après elle, la rationalité commence un peu à reprendre le dessus dans les tribunaux. Heureusement, mais bon, pour ceux qui nous écoutent, l'intérêt de dépoussiérer cette affaire, c'est pas juste de frissonner face au passé, hein. Non, c'est de comprendre que ces rouages-là sont intemporels. La nécessité de trouver une cause simple et incarnée pour expliquer une souffrance complexe, ça n'a pas disparu avec les Lumières. Observer 1852, c'est avoir une grille de lecture pour notre époque. Aujourd'hui, quand on a des crises économiques ou climatiques énormes, on a toujours cette tentation de pointer du doigt une minorité précarisée. Absolument. On change le vocabulaire, on modernise les mots, mais la grammaire de bouc émissaire validée par une autorité soi-disant experte, elle est toujours là. Et ça nous amène à une réflexion finale quand on y réfléchit bien. La grande chasse aux sorcières est finie, on ne brûle plus personne sur les places publiques, les chirurgiens ne cherchent plus la marque du diable. C'est vrai. Mais, face à la complexité effrayante de nos propres crises mondiales, est-ce qu'on a vraiment arrêté d'inventer des monstres invisibles pour justifier nos angoisses? C'est une excellente question. On a peut-être juste repeint les tribunaux et changé le nom des crimes. La prochaine fois que le monde semblera vaciller et qu'on en désignera un coupable bien trop simple et commode, il faudra peut-être se souvenir de l'odeur de la fumée sur cette place de Genève un jour d'avril 1652.